Nouvelle semaine, nouveau numéro de décryptage. Bonsoir et soyez les bienvenus. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a débuté ce lundi 22 janvier 2024 une tournée d'une semaine en Afrique de l'Ouest. Le chef de la diplomatie des États-Unis s'est rendu au Cap-Vert. Il se rendra ensuite en Côte d'Ivoire, puis au Nigeria. Et enfin, en Angola, 4 pays à visiter. Une visite vue comme un moyen de renforcer l'influence de la deuxième puissance économique sur le continent africain. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et cette visite d'Anthony Blinken en Afrique subsaharienne intervient dans une période où la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas continuent de dominer l'actualité internationale. Ben c'est très bien calculé. Il faut dire que les Américains ne sont pas des nés en matière de diplomatie. Je me rappelle lors de la campagne électorale, on essayait de voir ici combien de fois le mot Afrique avait été prononcé par les candidats dans leur projet. Et bien sûr, il y en avait très peu. Aujourd'hui, il y a une contrainte. Blinken était là il n'y a pas longtemps. Il était même prévu que le président Biden vienne en Afrique en 2003. Finalement, cela n'a pas eu lieu. Mais ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu un président américain sur le continent africain? Mais ça montre simplement une chose. La géopolitique aujourd'hui impose qu'on passe par le continent américain. Vous avez parlé de la guerre en Ukraine. Mais rappelez-vous tous les efforts que Blinken lui-même a fait pour que les pays africains condamnent ce qu'eux, ils considèrent comme une agression de la Russie contre l'Ukraine. Rappelez-vous à chaque fois les votes au niveau des Nations Unies, l'Afrique n'avait pas brillé par un soutien pour les États-Unis. De la même manière également, cette guerre entre Israël et le peuple palestinien, mais si vous regardez à chaque fois qu'on part au niveau des Nations Unies, les pays africains ont plutôt tendance à se ranger du côté de la Palestine. Vous avez tout récemment la démarche de la République sud-africaine qui consiste à vouloir amener Israël devant la Cour internationale de justice qui a été appuyée également par beaucoup de pays africains. Ben, ils ne sont pas fous. Ils sont en train de perdre pied d'un point de vue diplomatique sur le continent africain. Donc ces visites qui se répètent, c'est en fait pour pouvoir relancer cette coopération américaine avec l'Afrique de façon générale. Et regardez le choix qui a été fait. Un pays francophone, un pays anglophone, 2 pays lusophones. C'est-à-dire, c'est une façon d'aller en quelque sorte. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre justement sur le choix de ces 4 pays? Mais bien sûr. C'est une façon de montrer que les Américains ne sont pas sur une affaire de langue. Sinon, ils auraient pu aller vers les pays anglophones, où ils auraient pu communiquer plus facilement avec les autres. Mais n'oublions pas que Blinken est également un francophone en bonne et due forme. Il s'exprime correctement en langue française. Et en Côte d'Ivoire, il part, il y a la CAN qui bat son plein. Ben, il y a combien de journalistes en Côte d'Ivoire? C'est des milliers. C'est une occasion également pour pouvoir d'un seul coup s'adresser à toute la terre et ramener les États-Unis à l'intérieur des activités par rapport au continent africain. Mais c'est une façon de montrer que les Américains coopèrent avec tout le monde. Mais bien sûr, avec leurs conditions habituelles, ils tiennent à la démocratie, ils tiennent à ceci, ils tiennent à cela, plus bien sûr d'autres enjeux, parfois, qui ne sont pas exactement les mêmes en fonction des pays. Et sur l'échiquier international, l'Afrique, ce continent aujourd'hui, est-ce qu'il a un partenaire stratégique pour les puissances mondiales? Oui, tout le monde veut en faire un partenaire stratégique. Heureusement que personne ne le réussit pour le moment. Et l'Afrique doit travailler à ce que personne ne le réussisse. L'Afrique ne doit pas avoir... Pourquoi, selon vous? Mais la souveraineté africaine dont on parle, la meilleure façon de préserver cette souveraineté africaine, c'est que l'Afrique décide avec qui elle collabore. Mais pas ce qui se passe actuellement. Le même Blinken avait dit en 2022, parce que quand ils ont commencé à venir en Afrique plusieurs fois, puisqu'on a vu le ministre russe des Affaires étrangères faire exactement la même chose, on voit les Chinois le faire de façon certes beaucoup plus discrète, mais ils sont très présents. Mais Blinken avait dit en août 2022, il était à l'époque à Pretoria, en Afrique du Sud, il dit non, les États-Unis ne s'engagent pas en Afrique contre un pays. Mais nous ne sommes pas fous. Tout le monde connaît la guerre économique, la guerre diplomatique que les Américains mènent contre la Chine. Tout le monde connaît la guerre économique, la guerre diplomatique, mais il s'y ajoute la guerre militaire à travers l'Ukraine
que les Américains mènent contre la Russie. Au même moment, ces deux pays sont en train, sur le plan économique, sur le plan diplomatique et même sur le plan militaire, de réussir en Afrique, parce que la Chine comme la Russie sont en train de devenir de gros fournisseurs d'armes pour un certain nombre de pays africains. Et ça, bien sûr, ça met les Américains dans une situation d'inquiétude par rapport à des espaces où ils auraient préféré prendre cette place de partenaire privilégié. Et je trouve que c'est ce que les Africains doivent éviter. On doit mettre tous nos partenaires devant nous, mettre les priorités de l'Afrique devant. Celui qui suit les priorités de l'Afrique, on le met devant. Dès qu'il laisse tomber, on le laisse tomber pour prendre un autre, parce qu'il y en a suffisamment pour qu'on puisse avoir ce que nous voulons sans passer nécessairement par un seul partenaire. Et qu'est-ce qui intéresse le plus les dirigeants africains vis-à-vis des puissances mondiales? C'est les investissements peut-être? Mais bien sûr, rappelez-vous le dernier sommet États-Unis-Afrique. J'aime pas ces sommets, mais on est obligé d'en parler puisque c'est comme ça. Un pays contre voilà, un continent. Un pays contre tout un continent. Ils avaient fait un plan sur 10 ans d'investissement avec plusieurs niveaux. Il y avait un côté sécurité qui concerne par exemple le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, un peu. Ces pays côtiers qu'on dit qui vont finalement être menacés par les mouvements terroristes si on ne fait pas attention. Il y a un plan par rapport à eux. Par rapport à Praia, il y a un plan économique extrêmement important avec 150 millions de dollars, puisque Praia est considéré, et c'est vrai, le Cap-Vert est un exemple aujourd'hui de démocratie, de stabilité, etc. Angola, la représentante américaine disait que ça les intéresse parce que c'est l'Angola aujourd'hui, au nom de l'Union africaine, qui travaille à ramener la paix au niveau de la RDC par rapport au Rwanda. C'est une question qui intéresse les Américains qui ont adressé plusieurs fois des remarques au Rwanda en lui demandant de laisser tomber le M23 qu'il est en train d'être soutenu au niveau de ce conflit avec la RDC, etc. Donc, il y a des enjeux. Les pays n'ont pas été choisis par hasard. Les pays n'ont pas été choisis pour la langue seulement, mais c'est parce que les États-Unis veulent aujourd'hui participer à cette course à l'influence sur le territoire africain et ils sont en train de tisser leur toile comme les autres sont en train de tisser leur toile. Ainsi donc, vous partagez cette analyse où on dit que cette visite est vue comme un moyen pour renforcer l'influence américaine sur le continent. Vous êtes d'accord avec? Mais tout à fait, tout à fait. Je disais au départ combien de présidents américains viennent en Afrique. Même le secrétaire d'État américain, mais quand vous regardez l'histoire, il venait en Afrique combien de fois? C'est la première fois qu'on voit le secrétaire d'État américain venir autant. Sans compter qu'il y a d'autres également qui sont dans la diplomatie. Rappelez-vous la dame qui était allée au Niger pendant le coup d'État et qui avait créé ce froid en quelque sorte entre la France et les États-Unis. Parce qu'en ce moment, la France voulait que tout soit coupé. Les Américains étaient plutôt en train de négocier parce que n'oublions pas qu'eux aussi, ils ont 1 millier de soldats au niveau du Niger. Mais la dame a dit clairement, pas seulement par rapport au Niger, que les Américains sont en train de chercher des espaces pour avoir des bases pour leurs drones. Ce qu'ils ont déjà au Niger et ils en veulent également dans d'autres endroits sur le continent africain. Mais elle a été extrêmement claire en disant cela, ce qui veut dire que oui, il y a véritablement une bataille d'influence sur le continent africain. À nous de refuser qu'on se batte sur notre territoire contre nous. Comme ils veulent se battre, ils n'ont qu'à se battre, mais nous, on va être ceux qui vont profiter. Mais pas eux, ils vont se battre pour venir profiter de notre continent en laissant les Africains en marche. Et justement, comme vous le disiez, en mars 2023, une autorité américaine avait déjà effectué une première visite à Niamey, au Niger, alors que le président déchu, Mohamed Bazoum, était encore au pouvoir. Les États-Unis comptent plus de 1000 soldats et une base militaire dans ce pays. Quelle est la situation actuellement, alors que le pays traverse une profonde crise sociopolitique? Bon, les Américains ont joué sur le réalisme. Parce que sur le Niger, il y avait un risque. Vous partez, mais les Russes vont faire ce qu'ils ont fait avec la Centrafrique, avec le Mali, avec le Burkina. Les niveaux ne sont pas les mêmes, mais quand vous regardez les relations entre la Russie et ces 4 pays aujourd'hui, mais les relations sont au beau fixe d'abord, et les relations vont en se renforçant de jour en jour. N'oubliez pas qu'il y a une délégation nigérienne qui est allée récemment également à Moscou, etc. Mais les Américains veulent garder leur position. Et généralement, d'un point de vue diplomatique, quand on fait cette bataille, celui qui s'installe fait tout pour que l'autre ne soit pas en mesure de s'installer. Les Américains, on les connaît sur leur position de principe, une position même catégorique par rapport au coup d'État.
tout le monde s'attendait, après le coup d'État au Niger, qu'ils prennent une position extrêmement ferme par rapport au pouvoir nigérien, puisque c'est ça l'attitude des Américains. Il y a eu des exceptions quand même, parce que quand Al-Sisi en Égypte a fait son coup d'État, pour des raisons d'intérêt, les Américains ont interdit qu'on appelle ça coup d'État pour qu'il n'y ait aucune sanction. Au Gabon, Niger, notamment. Au Niger, on a fait un peu le même jeu pendant un temps, avant de reconnaître quand même que c'est un coup d'État et de faire preuve de réalisme en installant l'ambassadeur des États-Unis, mais parce qu'ils ont leurs troupes là-bas. Les Américains veulent participer à la lutte contre le terrorisme. Bon, quand tu veux le faire au Sahel, être basé au Niger, c'est une très bonne chose, alors qu'ils n'ont pas grand-chose ailleurs par rapport à ce qu'ils ont au Niger. Mais ils ont préféré le réalisme, rester au point même d'avoir froissé les Français qui voulaient qu'eux également, ils partent comme les soldats français. Mais les Américains, sur cette question, n'ont pas joué les intérêts français, ils n'ont pas joué les principes qu'ils émettent à chaque fois, mais ils ont joué de façon extrêmement spécifique, non pas les intérêts du Niger, mais les intérêts des États-Unis sur le plan géopolitique, raison pour laquelle ils sont restés sur le sol nigérien. Donc à nous également de faire attention à ceux-là qui viennent pour avoir des relations avec nous, qui nous tiennent un très beau discours d'un point de vue diplomatique, mais qui dans le fond ne sont mus que par leurs propres intérêts, rien d'autre. Les enjeux sont multiples. Cette visite du secrétaire d'État américain sur le continent, sur les questions économiques, les partenariats commerciaux, la question sécuritaire et même la santé. Mais peut-on déjà considérer ça comme un voyage positif? Nécessairement, il faut le considérer comme un voyage positif parce que il n'est pas, les Américains, les grands pays comme on les appelle, ne se déplacent pas sans avoir négocié au préalable un certain nombre de choses. Donc la visite se termine toujours par une signature, par des accords, par un certain nombre de choses qui, bien sûr, qu'on présente comme le résultat de la visite, mais pour ceux qui savent comment la diplomatie se fait, il y a eu des gens qui ont fait le travail qu'il faut de préparation, etc. Vous allez voir, c'est sur une petite période, il va faire un certain nombre de pays. C'est pas pendant ce temps que les discussions ont eu lieu. Il y a quelque chose qui a été fait. Ils veulent en faire également une réussite parce qu'ils avaient pris des engagements lors du sommet États-Unis-Afrique. Et parmi ces engagements, sur le plan économique en particulier, il y a un certain nombre de réalisations qui ont été faites. Donc, il faut qu'ils viennent constater. Bon, les Américains sont très exigeants sur leurs deniers publics. Ah oui. Et ça, on devrait tirer exemple sur cela. Vous ne pouvez pas prendre l'argent des Américains et faire ce que vous voulez avec. Donc, ils doivent venir, puisqu'ils ont mis de l'argent des Américains, montrer aux Américains ce qui a été fait avec cet argent, parce qu'ils sont très exigeants sur cette question de redevance par rapport aux citoyens américains. Mais c'est pourquoi il y a énormément d'enjeux qui sont là. Et puisque c'est très bien préparé de façon générale, quand il finira chaque visite, il y aura une déclaration ou bien une déclaration conjointe ou bien lui-même, il va s'adresser à la presse pour montrer ce que les États-Unis ont fait et certainement démontrer une influence des États-Unis sur le continent, bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Chine, la Russie, la France, les États-Unis, tel est le plus influent, puisque les postures des pays africains ne sont pas du tout les mêmes par rapport à ces puissances. Et un point aussi très important à évoquer, le renforcement de la démocratie est une priorité majeure de la politique étrangère du président américain Joe Biden depuis son entrée en fonction. Un sommet virtuel pour la démocratie doit d'ailleurs se tenir dans les mois prochains. Mais justement, ce sommet à venir, est-ce qu'il n'y est pas confronté à des vents contraires importants en Afrique quand on sait qu'il y a déjà eu beaucoup de coups d'État et qu'il y a encore des risques alors qu'on s'attend à vivre encore des périodes électorales sur le continent dans les 2 années à venir? Oui, la question de la démocratie a toujours été, j'allais dire, la lame de fond de la coopération américaine avec les pays africains. D'ailleurs, quand ils considèrent qu'un certain nombre de règles ne sont pas respectées, même si vous étiez en coopération avec AGOA en particulier, ou le MCC, ils sont immédiatement prêts à suspendre le pays de ces accords parce qu'ils considèrent que c'est des privilèges qu'on accorde en retour, puisque c'est ça également le citoyen américain. On veut qu'on donne des choses pour les citoyens des autres pays. Et ils considèrent que pour que ça soit possible, il faut qu'on soit dans un espace démocratique. Donc assez souvent, on a vu des gens, des pays qui ont fait des efforts, qui viennent rentrer dans AGOA,
Tout comme on a vu des pays qui étaient dans AGOA, on a considéré qu'ils sont en train de faire des reculs sur le plan démocratique. On les a suspendus au niveau de AGOA, etc. Ça s'est passé plusieurs fois. D'autres pays sont venus pour rentrer. On leur a dit les conditions ne sont pas suffisamment remplies. Allez faire encore des efforts supplémentaires. Donc, il y a eu de tout temps cette trame de fond. Mais aujourd'hui, quand vous regardez clairement, on est en train de s'éloigner de cette trame de fond. Ah oui, on est en train de s'éloigner de cette trame de fond parce que la position de plus en plus forte de la Russie sur le continent africain, la position de plus en plus forte de la Chine, la position de plus en plus forte de la Turquie, et tous ces trois pays, aussi bien sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, mais amènent les Américains à être moins regardants sur un certain nombre de choses. Ce qu'ils ont fait au Niger, par exemple, c'est du moins regardant. Ce qu'ils ont fait avec le coup d'État au Gabon, c'est du moins regardant, etc. Pour dire que c'est vrai, les gens affirment des principes haut et fort à chaque fois, mais quand la réalité devient autre chose, vous voyez les gens changer un peu de posture par rapport à des intérêts qui sont leurs intérêts. Parce que pour moi, c'est là où on doit faire le plus attention. Les prises de position de ces puissances ne sont pas des prises de position pour l'Afrique, ce sont des prises de position pour leurs propres intérêts. Donc à nous de faire un effort pour que, quel que soit le partenaire, que l'intérêt de l'Afrique soit mis au devant, mais le partenaire qui n'en veut pas, il n'a qu'à aller chercher un autre continent africain ailleurs. Vous les avez bien mentionnés, que ce soit AGOA ou le MCC, sont des mécanismes d'accompagnement de l'État américain aux pays en Afrique, notamment pour lutter contre la pauvreté, soutenir les politiques de développement. Ce sont des mécanismes qui fonctionnent véritablement. Oui, c'est des mécanismes qui fonctionnent. C'est des mécanismes qui fonctionnent puisque ce sont des facilités accordées à nos États. Bon, pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, faire rentrer un produit dans ce pays, il n'y a rien de plus compliqué. Puisqu'ils ont un niveau extrêmement élevé en matière de normalisation. C'est-à-dire tout ce qui rentre doit respecter un certain nombre de normes et finalement de façon intelligente. On nous dit que le monde est un village planétaire, donc ouvrez, nous on vient, on rentre. Mais en même temps, quand tu veux rentrer chez eux, ben, ils ont mis des barrières parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler sur la base de conditions de ceci, de conditions de cela, de sorte que quand tu veux faire passer un produit à l'intérieur de ce continent, mais tu rencontres énormément de barrières, de conditions, de ceci, de cela. Mais pour nos pays où nos artisans de façon générale n'ont pas encore atteint un certain niveau, mais s'il faut pouvoir exporter avec toutes ces barrières, mais il est clair que le produit arrivé sur place ne pourra pas être concurrentiel. Donc il y a des facilités qui sont accordées et ça effectivement amène un avantage pour nos pays de sorte que mais tout le monde est à la queue pour faire partie de AGOA parce que c'est quand même intéressant pour nos pays. Mais c'est gênant aussi qu'on en soit à devoir bénéficier de circonstances atténuantes, si je peux l'appeler ainsi, pour mettre nos produits sur le marché. Nos États doivent travailler à ce que nos produits locaux soient des produits concurrentiels au point qu'on sollicite ces produits au lieu qu'on négocie pour que les produits rentrent dans les autres pays. À l'exemple encore, on a le Togo et le Bénin qui ont aussi déjà commencé depuis l'année dernière à exporter des vêtements made in Togo et au Bénin vers les États-Unis. Les rapports d'échanges commerciaux qui deviennent des rapports égaux à égal. Oui, mais c'est qu'avec AGOA, nos artisans, je ne parle même pas de l'industrie, parce qu'avec l'industrie, les gens sont dans la normalisation, mais on y est. Quand tu dis, on parle du Bénin, quand on parle du Togo, le pagne est quelque chose de très utilisé dans ces pays. Mais aux États-Unis, les gens aiment le pagne. Donc, si on a des stylistes, des tailleurs qui sont capables de faire des tenues avec une certaine facture, mais ça intéresse les Américains, puisqu'ils aiment s'habiller en pagne, en particulier ces Afro-Américains qui se reconnaissent du continent africain et qui en font toute une fierté que de s'habiller comme des Africains. Mais si vous allez au pays des pagnes et vous cherchez où ça se trouve, si vous passez par le Togo, si vous passez par le Bénin, mais c'est sûr que vous n'aurez plus besoin d'aller ailleurs pour cette question-là. Et quelles peuvent être les retombées de cette visite du secrétaire d'État américain? Il y a deux choses. Quand ils viennent, il y a ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire ce qu'on veut avoir. Il y a ce qu'ils donnent, mais il y a également cette chose qui est dans la coopération internationale et qu'on ne dit pas. Éviter les Russes, éviter les Chinois.
Quand on vient dans le pays, on ne le dit pas. Mais du dehors, vous entendez les gens dire à nos pays, non, ne faites pas de collaboration avec les Chinois, ils vous prêtent de l'argent, vous allez vous retrouver encore piégé par la dette, ce qui est quand même vrai. Mais ils ne le disent pas de façon objective. Parce qu'ils le disent pour nous demander d'éviter la coopération avec la Chine. Ils font la même chose avec la Russie, éviter ce pays. Poutine n'est pas un exemple de démocratie, etc. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. Quand ils viennent, c'est toujours comme ça. Ils apportent quelque chose, ils viennent, ils demandent quelque chose, mais également à côté, ils appellent ça endiguement, de fermer un pays pour que les Russes, les autres ne puissent pas rentrer. Mais je crois que les Africains ont compris ce jeu et aujourd'hui, il ne faudrait plus que quelqu'un vienne nous dire avec qui on va collaborer et avec qui on ne va pas collaborer. D'où la stratégie d'influence à l'américaine. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. La suite des programmes sur Niwa d'Info 1, c'est tout de suite.